Et donc, dans la suite de la série d'épisodes concernant PostgreSQL et surtout EDB Postgre, aujourd'hui, on attaque le deuxième épisode. La semaine dernière, on a parlé de migration ou d'évolution de base de données Oracle vers EDB Postgre. Avec, on avait vu un peu plus en détail le portail de migration, les différents outils. Aujourd'hui, on va passer sur la partie containerisée de Postgre. Et je suis accompagné d'Éric Pillon et Raphaël Chir. Donc, Bonjour. rapidement, moi, je me présente, je suis François Martin, je suis architecte chez ACMI avec une connotation, une forte connotation base de données. J'ai travaillé pendant très longtemps sur des bases de données Oracle et sur l'infrastructure qui va avec. Et aujourd'hui, bah, voilà, je m'intéresse plus particulièrement à Postgre avec nos partenaires d'Enterprise DB, que je laisse se présenter. Bonjour Eric Pillon, je suis commercial chez EDB et je suis accompagné de Raphaël. Bonjour, moi je suis Raphaël Chir, donc ingénieur avant-vente, donc le pendant technique d'Eric. Mon rôle chez EDB, c'est d'accompagner nos clients dans la prise de connaissance, le choix des architectures qu'on peut mettre en place chez eux, et, leur faire des démos, leur faire des prototypes, etc. Voilà, donc bon, je vais rapidement passer sur qui est l'entreprise, la société ACMI et ce que nous faisons. J'ai déjà présenté de ça la semaine dernière. Je le représenterai la semaine prochaine sur le troisième épisode concernant l'intégration de l'intelligence artificielle au plus près de la donnée dans la base Postgre, EDB Postgre. Donc, chez ACMI, on fait de l'infrastructure, de la sécurité, avec des serveurs IBM, mais pas que, aussi avec des serveurs x86, et on fournit des services. On héberge aussi des clients, on a notre propre cloud, et on fournit des services managés qui vont avec cet hébergement. Donc rapidement, on a bien sûr, pour cet aspect, service managé et cloud, tout un système de services pour les clients avec la gestion des tickets, des incidents, et cetera. Et côté plateforme, vous voyez, on a ces plateformes IBM, là il y a bon, Power 10, Power 9, Power 11, de la partie stockage, et puis des serveurs x86 bien sûr. Euh, Ce data center, ce cloud ACMI est connecté avec un lien direct sur le cloud IBM. Pourquoi? Parce que ça nous permet de fournir encore plus de services managés à travers cette connexion, plus de 200 services managés différents. Voilà. Bien sûr, on est certifié données de santé, on est certifié ISO 27001, donc toutes les certifications nécessaires pour assurer à nos clients non seulement la sécurité, mais en fait un niveau de qualité important. Et sur cette diapo-là, vous voyez, on a des clients assez variés, donc un petit peu tous les domaines de l'industrie, du bancaire à la grande distribution, passant par le transport, etc. Des grandes entreprises, tout autant que des entreprises plus modestes. Donc voilà. Je suis passé assez vite là-dessus. Pourquoi? Parce que le but, c'est effectivement d'aller rentrer un petit peu plus en détail de la stratégie base de données. Pourquoi effectivement on introduit aujourd'hui cette notion dans ce webinaire, cette notion de containerisation? Parce que les bases de données, c'est pas juste monolithique. Les besoins que vous avez sont variés. On parle beaucoup de sécurité aujourd'hui, de cybersécurité, de chiffrement, etc. On verra que EDB en fait amène une fonctionnalité à la base Postgre de ce côté-là qui est très intéressante. Mais effectivement, des bases de données,
il y en a de différentes sortes, dans la même société, vous avez des bases de données transactionnelles, du data warehouse, des solutions de bases de données dans lesquelles vous devez valoriser davantage, les données, tout en essayant d'unifier ou moderniser, le socle infrastructure et la gestion, de tout ça. Donc, il y a un certain nombre de solutions, bon, bien sûr, au niveau infrastructure, on a parlé, Machine Power, Machine IBM Power, Machine x86, les bases de données PostgreSQL, vous verrez que là aussi, Eric présentera les différentes, solutions, au catalogue EDB, et bien sûr, ensuite, ce choix, de technologie, je veux dire, entre le mode virtualisé et le mode containerisé. Il y a de plus en plus de clients qui vont vers cette containerisation Kubernetes. Il y a aussi beaucoup de clients qui se posent des questions par rapport à certaines virtualisations, notamment VMware, avec plus des problèmes, je dirais, de coûts que de techniques. Donc voilà, on essaie de répondre, ce partenariat en fait ACMI et EDB, c'est pour essayer de répondre à ces questions et vous aider dans l'établissement d'une stratégie base de données qui réponde, à vos évolutions futures. Heu et donc la question qui se pose régulièrement quand on parle de container, c'est: pourquoi je mettrais une base de données dans un container? De la même manière qu'au début de la virtualisation, on se disait: «Bah, non, non, ma base de données, je vais la mettre sur un serveur physique, dédié» et puis petit à petit, les choses ont évolué. Aujourd'hui, bah, il n'y a aucun souci à utiliser des VM. Alors quand je dis VM, c'est au sens large, hein, ça peut être des partitions logiques sur des machines power. Et la question, c'est de savoir effectivement, est-ce que je reste sur de la virtualisation, sachant qu'il y a plusieurs types de virtualisation, bien sûr, ou est-ce que je mets ça dans une couche supplémentaire, gérée par, Kubernetes ou Red Hat OpenShift? Et en fait, la question, c'est pas de choisir la technologie plutôt virtuelle, plutôt, containerisée, c'est va être fonction de ce qu'on met dedans, le type de charge qu'on va mettre dans ce container, le type de gestion, et tout un tas de critères. Ces critères, je les ai décrits rapidement ici. La liste n'est pas exhaustive et je n'ai pas mis de poids, volontairement sur chacun des critères parce que, bah, pour chaque client, tout ça va, peser différemment, dans la balance. Il y a un certain nombre de critères, bien sûr, alors ça va être surtout la fréquence de déploiement. Ma base de données, si je change pas la structure de ma base de données, toutes les semaines, j'ai pas forcément, intérêt à la mettre dans un container, puisque l'intérêt du container, c'est justement la facilité de déploiement. Par contre, à l'inverse, dans le container, je vais pouvoir automatiser, enfin le container va me permettre de gérer, d'automatiser un certain nombre de tâches, tout ce qui est justement mécanisme de haute disponibilité, tout ça va être intégré dans l'opérateur. Donc et puis, aussi le type de charge. Comme on disait, bah, si ou une base de données de 50 téra avec, des ressources, une isolation, très spécifique ira plutôt, dans une VM que dans un container. Donc voilà, tout dépend de ces critères-là, et en fait, la technologie se définira en fonction de vos besoins, à vous de les lister et de les mettre en regard des différents critères technologiques. Heu et pour finir, bah, le choix en fait est pas définitif, hein. Rien ne vous empêche de, démarrer par exemple un développement, dans un container parce que justement ça permet d'aller vite, de développer différemment,
Et puis ensuite, au fur et à mesure que la base de données, Postgre va grossir, va, évoluer, bien sûr en production et cetera. Là, on pourra toujours facilement c'est tout l'intérêt de DB justement, c'est de pouvoir avoir ce choix-là et aller de l'un vers l'autre très facilement, que ce soit du container vers la VM ou dans le sens inverse. Voilà, hem, concernant, cette architecture containerisée, Kubernetes et Red Hat OpenShift. Si vous avez déjà un cluster x86, il est assez facile de rajouter des nœuds dans ce cluster et des nœuds x86 bien sûr, des worker nodes pour être, précis, x86, mais de la même manière, vous pouvez très facilement, dans votre cluster, rajouter des nœuds sur, de technologie IBM Power. Donc pourquoi bâtir ce cluster multi-architecture? Pour avoir encore plus de choix. Plus de choix en termes de performance. Bon, la technologie IBM Power amène, plus de performance, par cœur, plus de threads simultanés, une virtualisation aussi différente. Un nœud x86 sur une virtualisation VMware n'est pas la même chose qu'une partition logique sur une virtualisation, Power VM. Voilà et tout un tas d'autres, je dirais, critères, sachant que, vous pouvez très facilement automatiser l'intégration de nœuds, IBM Power dans, un cluster avec certains outils d'automatisation comme un Ansible par exemple ou, un outil plus spécifique. PowerVC, c'est ce que j'ai fait et que je vous montrerai à la fin. Hem, pardon, je me suis trompé et voilà et pour finir, donc ça vous donne un choix supplémentaire de dire: «Bah, tiens, je déploie mon pod, sur un EX86 et puis le lendemain, bah, ma base de DB, bah, je vais la déployer sur un nœud Power du même cluster, multi-architecture». Et pour finir, justement, pour illustrer tout ça, vous voyez que les choix sont multiples, et dans ce test, il y a un lien ici, si vous voulez, je vous enverrai le slide bien sûr et ici vous avez un lien sur le document détaillé qui décrit tout le test et la comparaison qui a été faite. En fait, c'est un test pour lequel on a déployé l'application dans, des containers, 2 pods sur un cluster OpenShift, vous voyez, Red Hat OpenShift. Donc ça, c'est l'application et la base de données, elle, par contre, on aurait pu la déployer dans un container. Pour ce test-là, on a fait le choix de la déployer sur une, VM. Donc, et là aussi, pour montrer la panoplie de solutions, ça a été fait sur une machine, x86 et ça a été fait sur, donc vous voyez ici, vous avez les détails là sur un Intel, Xeon Platinum 32 cœurs, et sur une machine Power10, 16 cœurs. Donc, ces tests, montrent effectivement que, bah, la base, elle est dans une VM et on aurait pu l'intégrer dans le cluster OpenShift et dans ces tests, vous verrez en fait, alors le test surtout est pour illustrer, la différence de performance entre, l'environnement, IBM Power et l'environnement, x86 et donc bon, vous avez un certain nombre de résultats ici qui montrent que bon, globalement, on a une performance, enfin ça confirme effectivement ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'on a une performance qui est au minimum 2 fois, supérieure sur la technologie, Power que sur la technologie x86. Bon, vous avez les résultats détaillés, je ne vais pas les commenter, mais ouais, c'est 2 fois et demi, 2 fois, 2,7 fois et avec moins de CPU. Donc le fait de bâtir
de rajouter SNAPOwer et en faire un cluster Kubernetes multi-architecture vous donne encore plus de choix par rapport à vos critères, la performance, mais pas que. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'étais un peu long. Je vais laisser mes partenaires, la parole à Merci mes François. partenaires, Eric. Merci François. Je vais vous présenter rapidement qui est Enterprise DB. Alors Enterprise DB, comme vous pouvez voir sur la seconde ligne, on est le premier contributeur Postgre, et cela depuis plusieurs années, mais aussi le créateur de certaines fonctionnalités liées à Postgre, dont l'opérateur CNPG que Raphaël va vous présenter tout à l'heure. Pardon. Alors rapidement en termes d'introduction, et je pense que c'est pas une surprise ici. Postgre est une base de données à la mode, très clairement, et à la mode non seulement pour remplacer certaines bases de données transactionnelles comme Oracle ou MySQL, mais aussi qui est embarqué dans pas mal de nouvelles applications, de nouveaux projets. Et ça, c'est vérifié par effectivement pas mal d'analystes et pas mal de métriques que l'on peut voir ici. Très clairement, c'est une base de données qui est facile à utiliser, qui est très bien documenté par la communauté, sur lesquels effectivement vous avez une animation de la communauté qui est très importante, et Enterprise DB effectivement est le principal animateur de cette communauté, avec plus de 30 à 40% de développement chaque année. Donc Enterprise DB, c'est une société américaine à la base, donc principal contributeur, et puis on a certains membres de DB qui participent directement à la communauté aussi, qui interviennent dans pas mal d'événements et qui contribuent à faire de Postgre une base de données qui est maintenant très très répandue. Enterprise DB, qu'est-ce qu'on fournit? On fournit effectivement non seulement nos participations aux bases de données communautaires, mais aussi des versions Enterprise qu'on commercialise bien sûr en termes de souscription, qui sont toujours basées sur la partie communautaire, sur lesquels vous allez avoir des fonctionnalités avancées, par exemple de CNPG, par exemple de sauvegarde, de haute disponibilité. Tous les outils enterprise que vous retrouvez sur d'autres bases de données transactionnelles, Oracle pour ne pas la citer, vous allez le retrouver avec Enterprise DB, et une capacité à aller très loin sur des fonctionnalités enterprise avancées, comme de la réplication synchrone, par exemple. Et c'est ce qui en fait une base de données très mature et maintenant très utilisée en production pour des grosses instances de base de données ou des instances extrêmement sensibles de base de données. Donc c'est là-dessus qu'on appuie, entre autres, aujourd'hui, sur l'aspect communautaire, mais aussi sur l'aspect enterprise. Et c'est ce qui va faire l'objet de la présentation à suivre de mon collègue Raphaël. Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, on va recentrer un peu le sujet sur pourquoi faire tourner des bases de données sur Kubernetes. Donc, moi, par mon passé d'architecte, c'est vrai qu'on a souvent fait le choix par le passé de rester sur des VM, de ne pas franchir le cap pour aller sur Kubernetes. Pourquoi? Alors, si je parle des années euh, sur lesquelles j'ai été confronté à ce problème, c'est qu'il n'y avait pas de maturité, notamment tout ce qui concerne le stockage. Et ça a vraiment beaucoup changé à partir des années 2019-2020, notamment avec l'apparition des volumes persistants, et des persistants de volume claim, le fait de pouvoir provisionner dynamiquement des volumes persistants a permis de mieux coller en fait aux enjeux de Kubernetes. Donc Kubernetes, ça sert à quoi à la base quand on est développeur logiciel, software? Une base de données, c'est un software, une application, c'est un software. On a toujours entendu parler, votre solution, elle n'est pas scalable, elle n'est pas scalable, scalable. Les monolithes sont pas scalables, c'était compliqué de mettre à l'échelle des monolithes. Ça demandait beaucoup de configuration. À l'époque, les applicatifs embarquaient la gestion des sessions utilisateurs. Il fallait faire du sticky session. Les bases de données, ben, c'est pareil, c'est stateless. Donc en fait, pour scaler, c'est compliqué.
Et donc Kubernetes amène cette couche, qui va permettre de découpler un petit peu tout ça et de séparer en fait, tout ce qui est stockage, configuration, gestion des secrets, gestion des déploiements, gestion des services, gestion des points d'entrée, de façon découplée et pas monolithique. Et les bases de données ont mis un peu de temps à se mettre dans cette architecture. Grâce maintenant à la maturité du stockage et surtout à ce qu'on appelle des container storage interfaces, donc beaucoup d'interfaces, on a permis en fait aux bases de données de se découpler de plus en plus et d'utiliser des tas d'objets Kubernetes qui vont permettre à la base de données de scaler et de pouvoir prendre de la charge beaucoup plus facilement, pouvoir faire des bascules beaucoup plus facilement, pouvoir se positionner correctement sur des unités physiques différentes, ce qu'on appelle l'anti-affinity. Et ensuite, on a rajouté une couche supplémentaire qui est l'opérateur, qui va permettre d'aller contrôler un peu l'état de santé d'un cluster Kubernetes, qui va permettre de prendre des décisions tout seul pour pouvoir, par exemple, réagir lorsqu'il y a une panne d'un nœud primaire et faire la bascule vers un nœud réplica et faire l'élection du primaire. Mais pas que, ça peut aussi être l'automatisation des backups, ça peut être des tas d'opérations qui peuvent être schedulées. Donc voilà pourquoi maintenant faire tourner une base de données sur Kubernetes, ça devient de plus en plus courant, hein. Ça fait déjà au moins 3-4 ans maintenant que je vois de plus en plus de clients qui, jusqu'à la production, font tourner leur base sur Kubernetes. Et aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de travailler chez EDB. Et ce qui m'a attiré chez EDB, c'est que c'est le créateur de Cloud Native PG. Et aujourd'hui, hein, c'est un des 6 projets qui sont certifiés par la Cloud Native Compute Foundation. La Cloud Native Compute Foundation, vous savez que c'est tout ce qui est attrait à l'écosystème Kubernetes. C'est un comité de décision des projets éligibles. Et ce projet CNPG, il est complètement scalable sur Kubernetes. Et il n'y en a que 6 qui le font. Et c'est super, c'est PostgreSQL. Alors, voilà les bénéfices de l'utilisation de Cloud Native PG, c'est que tout est auto-géré, tout le HA est géré pour gérer les failovers, les backups, grâce justement à cette architecture Cloud Native. Comment maintenant on fait le setup et la maintenance de ces bases de données? Tout va se passer d'une façon déclarative via des fichiers YAML qui peuvent être versionnés. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir retourner en arrière sur certains types de configurations, moyennant bien sûr une restauration des données intelligente à une certaine date. On va pouvoir scaler facilement, c'est-à-dire vous allez pouvoir rajouter des nœuds dynamiquement pour absorber une charge plus importante. Et surtout, vous allez pouvoir faire des mises à jour transparentes, donc des mises à jour mineures, notamment transparentes, pour vraiment rester dans gérer votre obsolescence de la meilleure façon et surtout gérer tous les problèmes qui ont trait peut-être à la sécurité avec la gestion des CVE. Il y a l'auto-réparation par design, c'est-à-dire s'il y a un pod qui contient une instance Postgres tombe, eh bien l'opérateur va tout de suite reprovisionner derrière une instance. Donc voilà, auparavant, on parlait de stateful set. Alors, ceux qui connaissent les stateful set, c'est un objet si Kubernetes, mais qui était assez lourd à gérer. Il existe toujours. En fait, il y a l'ordonnancement. Vous devez d'abord créer le primaire, mettre un réplica, etc. Ce genre de choses avec les stateful sets, c'était un peu compliqué. Et surtout, un stateful set était attaché vraiment directement à un volume, un storage de volume. Et c'est ce qu'on n'a pas voulu faire chez CNPG. On a voulu à chaque fois qu'un nœud tombe, qu'un nœud est reconstruit, reconstruire son volume et répliquer les données dans un volume frais et qui s'interface très bien avec l'instance. Donc, on a un découplage du storage et du runtime, ce qui permet au runtime de scaler, et grâce au persistant de volume, que l'ensemble puisse scaler facilement.
Alors, je vous ai parlé justement du fait que Cloud Native PG était un projet de la Cloud Native Compute Foundation. Ce qui l'a rendu éligible, c'est son côté open source, bien sûr. C'est un des critères pour pouvoir faire partie de cette fondation. Euh, c'est aussi un nombre d'étoiles GitHub qui rentrent compte. Alors là, ce slide date de novembre 2025. À l'époque, on avait 6900 stars, mais vous pouvez regarder sur le lien GitHub, on est passé à 8000. On a plus de 85 milliards de téléchargements. Et donc, on fait partie du top 6 des CNCF Database, puisqu'il y a une autre database qui est rentrée entre-temps. Donc, vous voyez, sur les différents opérateurs PostgreSQL, Cloud Native PG est désormais celui qui est le plus utilisé, même, on peut le dire, vu l'empreinte chez nos clients. Alors, c'est quoi ces fonctionnalités, hein? Je vous ai donc parlé précédemment qu'on va tirer bénéfice de l'architecture Kubernetes pour justement répondre à des enjeux de haute disponibilité. Donc, on va utiliser vraiment toutes les API Kubernetes natives pour gérer tout ce qui est quorum, consensus d'élection, etc. Ça va nous éviter de mettre des couches supplémentaires comme Patroni. C'est qu'il y a des opérateurs qui utilisaient Patroni dans Kubernetes, mais au final, ça ne sert pas à grand-chose puisque Kubernetes a sa propre base de TCD, a ses propres mécanismes via l'API serveur pour pouvoir gérer facilement la haute disponibilité. La haute disponibilité, c'est aussi l'auto-réparation, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez, si un nœud tombe, il va automatiquement, il va y avoir une élection d'un nouveau primaire, si jamais ça tombe sur le primaire, et derrière, il va y avoir un nouveau nœud qui va se construire pour redevenir un réplica. Donc, on aura ces possibilités d'auto-reconstruction. Bien sûr. Si je peux t'interrompre, excusez-moi, Oui, oui. Raphaël, peut-être que ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on déploie l'opérateur, donc CNPG, en fait, l'opérateur Kubernetes ou OpenShift DB, c'est que le déploiement va créer plusieurs instances. Alors, je ne sais pas si tu On va vas en peut-être en parler, en parler. fait. Oui, oui, je vais Ah, dérouler. ok, ok, Ouais. ok. Donc, je parle juste des fonctionnalités clés Ah, ok, de haute ok. disponibilité auxquelles on s'attend. Donc, la force de Kubernetes, comme je l'avais dit, c'est le découplage et la possibilité de scaler. Donc, tout ça, ça fait partie du pan high availability. On a toutes les traits, tout ce qui a trait à l'exploitation, avec tout ce qui concerne le backup, restore, la gestion des snapshots, la gestion des mises à jour, tout ce qui est switch offler planifié. Quand vous avez une infrastructure Kubernetes, il faut la faire aussi évoluer et la faire monter en version. Et pour ça, on a aussi cette possibilité de faire des switch-over planifiés. On a aussi l'hibernation qui permet de ne pas utiliser de ressources quand on n'en a pas besoin, etc., etc. On a aussi la gestion des points d'entrée avec la possibilité d'avoir des lectures seules, des lectures-écritures, gérer aussi le pooling de connexion. Et surtout, depuis la dernière évolution de Cloud Native PG, c'est les plugins. On va pouvoir créer des plugins qui gravitent tout autour de la solution pour pouvoir améliorer et proposer encore d'autres fonctionnalités, tout en restant découplé du moteur. Donc en fait, on n'est vraiment pas du tout dans une architecture monolithique qui va demander beaucoup de custom config. On va pouvoir faire évoluer chaque composant indépendamment les uns des autres. Il y a plusieurs opérateurs. En fait, il en existe 3 en réalité. Donc, on a un opérateur complètement open source et gratuit qui est Cloud Native PG et qui est le projet de la Cloud Native Cloud Native Compute Foundation. On a aussi une version Enterprise basée bien sûr sur l'opérateur CNPG qui va permettre de faire tourner d'autres binaires PostgreSQL, des binaires qui sont proposés par EDB, et notamment EDB Postgres Advanced Server, qui va permettre de faire du Transparent Data Encryption
pour répondre à des enjeux de conformité en termes de sécurité, et pouvoir faire aussi des migrations depuis Oracle. Donc, vous pouvez très bien avoir une instance Oracle qui tourne sur VM ou sur bare metal et pouvoir migrer tout cela dans un cluster Kubernetes dans Cloud Native PG. On a pas mal de supports sur les backups avec Kasten, Velero. On a bientôt une nouvelle solution de plugin basée sur les snapshots Kubernetes qui permettent vraiment de restaurer un cluster complet dans son état à l'instant T. Et pas mal d'adaptateurs pour des solutions de backup. On a également un autre opérateur qui s'appelle CNPG Global Cluster. Celui-là, il est designé pour faire du déploiement géodistribué, c'est-à-dire via une réplication logique. On va pouvoir déployer un cluster à une échelle mondiale. C'est le cas de certains de nos clients comme Mastercard, qui aujourd'hui sont déployés à l'échelle mondiale et utilisent cet opérateur. L'opérateur, donc EDB Cloud Native PG, c'est un opérateur qui est également certifié par Red Hat. Donc il est certifié niveau 5, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé dans l'administration, dans l'installation et l'exploitation d'une base de données PostgreSQL. Donc ça garantit une protection robuste des données, ça garantit beaucoup de fonctionnalités. Je vous ai parlé donc EDB Postgres for Kubernetes, ça permet de faire de l'encryption de données, ça permet d'avoir des features de sécurité plus avancées, de la data rédaction, de la gestion de policy de password beaucoup plus sophistiquée, du chiffrement de colonnes plus sophistiqué, et aussi des enrichissements en termes de réplication. Bien sûr, on a la compatibilité Oracle et une intégration complète avec toute la stack et toute la solution, avec notamment pas mal de CI/CD drivers, Portworx, Film, Kasten pour les backups, Trilio, etc., etc. Voilà donc une architecture. Donc là, pour revenir à cette question, François, donc voilà comment ça va se déployer concrètement. Donc vous avez dans Kubernetes, donc on a ce qu'on appelle des master nodes qui s'occupent de piloter un cluster Kubernetes, et on va avoir des worker nodes. C'est là où nos applicatifs, nos softwares, nos middleware vont être déployés. L'idée ici, on va illustrer avec un déploiement sur des worker nodes séparés, bien sûr, pour éviter de tout mettre dans le même worker node, parce que si le worker node tombe, évidemment, la base de données est indisponible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anti-affinité. On va, donc, Cloud Native PG a ses options de déploiement pour déployer chacune des instances Postgres sur des nœuds Kubernetes différents. Donc, ici, vous avez le primaire sur un worker node qui peut être positionné, par exemple, dans un sous-réseau, sur une zone de disponibilité, ou même un data center pas trop éloigné. Vous pouvez déployer ensuite un réplica sur une seconde zone et encore un autre réplica, si vous le souhaitez, sur une troisième zone. Le tout pour assurer une haute résilience. Ensuite, on a un découplage de tout ce qui est storage. Donc, vous avez un local storage par worker node. Comme je vous ai dit, on reprovisionne grâce aux persistances volume un réplica tout frais avec des données et un squelette tout frais. Et vous pouvez isoler les backups, l'archivage des walls sur des parties différentes. De même, tout ce qui est configuration est externalisé, ce qui fait que finalement, l'architecture est complètement découplée. Vous pouvez aussi donc avoir une couche au-dessus, donc on a appelé ça les services. Donc c'est là les endpoints qui vont être consommés par les applicatifs. Donc vous avez un endpoint read-write et un endpoint read-only qui va vous permettre de tirer profit de la topologie du cluster. Et une petite question, Raphaël, concernant justement les endpoints. Donc, juste pour tout le monde, donc, je prends l'opérateur, je clique, il déploie effectivement ces trois instances, une base primaire, deux bases répliquées,
Est-ce que la gestion du service, si je veux me connecter sur les répliques pour faire, uniquement du select, de la De lecture la seulement, lecture, oui. est-ce que cette gestion du read write et du read only est automatique en fonction de mes bascules, de mes switch over? Oui, bien sûr. Dès Voilà. que vous faites un switchover ou qu'un failover se produit, si par exemple on a un worker réplica qui est élu primaire, en toute transparence, le read-write service va pointer sur le nouveau primaire. Donc tout ça, c'est complètement transparent pour l'applicatif, ce qui limite considérablement les interruptions de service et qui les limite même complètement puisqu'un failover ne prend pas plus de 3 secondes. Donc avec des stratégies de retry, vous pouvez directement enfin, voilà, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. De la même manière qu'un switchover se fait quasiment en 1 seconde lorsque vous faites des opérations de maintenance. Donc, juste, pour donner une idée de tout ça, et j'ai beaucoup parlé de comparaison par rapport au VM. L'opérateur, vous prenez l'opérateur là, dans le Red Hat Marketplace, vous le téléchargez, vous le déployez. Tout ça, toute cette gestion qu'on vient de voir, que Raphaël nous a expliqué, est automatisée. Je peux construire la même chose, la même architecture dans un mode virtualisé, VM, x86 ou LPAR Power, mais le travail d'implémentation de tous ces éléments-là, l'automatisation, ça va être excessivement plus long à mettre en place. C'est là où effectivement tout l'intérêt de l'opérateur, c'est que euh, construire la même chose dans des LPAR ou des VM, c'est ce qu'on est en train de faire pour un client d'ailleurs. Heu et avec, une base Postgre, primaire, active, je vais dire, dans une LPAR Power, une deuxième instance dans une LPAR, je dirais répliquée, enfin avec la base répliquée, de la gestion des bascules et cetera, de la haute dispo, de la partie, backup. On a aussi créé une autre LPAR pour gérer toutes ces notions de backup et de restauration. Tout ça, on le fait à la main. Alors, peut l'automatiser, mais dans l'opérateur Kubernetes ou cloud native, on va dire, c'est excessivement plus rapide et plus simple à mettre en place. Voilà. Voilà, comme illustré là sur un cluster Red Hat que j'ai, vous voyez bien l'opérateur et voilà, on peut le faire en self-provisioning directement sur l'interface si les droits sont accordés à une équipe de développement, pouvoir réaliser des tests à un instant T ou en créant un cluster, en provisionnant un cluster, et par exemple faire des tests de performance. Ensuite, ils peuvent détruire le cluster, refaire des clusters un peu comme ils le veulent pour avoir des bases de données fraîches et des bases de données configurées d'une façon différente. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très intéressant, déjà pour pouvoir assurer une qualité au niveau applicatif aussi. Donc voilà, bon, ça c'est les use cases principaux qu'on a de l'utilisation de DB Postgres sur OpenShift, hein. Bon, bien sûr, c'est le Cloud Native Database Deployment. J'ai mis beaucoup l'accent dessus pour justement montrer la différence avec les aspects VM et les aspects Kubernetes. C'est vraiment avoir quelque chose de scalable, de provisionnable facilement. Des- voilà, on peut reproduire, on n'est pas comment dire, figé avec avec une base de données statique provisionnée qui va un petit peu, je vais dire entre guillemets, se verrouiller avec le temps. Ici, on peut repartir facilement sur des choses fraîches. Donc, database as a service, haute disponibilité, disaster recovery, très important. C'est une des forces de Kubernetes.
toute la gestion DevOps, l'intégration continue, le versionning de ces fichiers YAML, tout ce qui est modernisation d'appli, microservices, etc., tout ce dont vous avez déjà entendu parler. Voilà, les facilités aussi de bouger de VMware sur OpenShift. Tout ce qui est les compliances de sécurité, on en a parlé grâce surtout à iPass. Voilà, et ça ne vous empêche pas de faire des déploiements multi-cloud et hybrides, et surtout de pouvoir avoir une ségrégation par ce qu'on appelle des tenants. Vous avez un cluster OpenShift, vous avez plusieurs équipes de développement, vous avez plusieurs équipes de tests de recettes techniques, vous voulez faire des environnements de tests de performance éphémères, vous faire de la pré-prod, vous pouvez faire de la prod, bien sûr. Après, le choix, comme l'a soulevé François, est important. C'est vrai que quand on a beaucoup de terras de données sur une base de 50 terras de données, peut-être que ça va convenir, mais peut-être ça ne va pas convenir. Il faut y réfléchir. Voilà. Et puis aussi pour tout ce qui est AIML, souveraine plateforme, c'est des choses que vous verrez au prochain workshop. Donc voilà, on a une intégration très forte avec Red Hat, hein. Comme je vous l'ai dit, grâce à notre partenariat, on peut tirer bénéfice de tas d'architectures hardware, hein. Donc déjà, François nous a parlé des architectures Power, mais aussi on a des supports sur Graviton, ARM, on a des supports sur des GPU pour faire de l'IA. Donc voilà, toutes nos images sont sécurisées, hardenées, elles sont fournies dans des repos privés et respectent comment dire, les architectures des machines sur lesquelles elles vont tourner. Voilà, donc nos références, hein, on a pas mal de références dans le secteur banque, finance, qui utilisent justement pour beaucoup de self-provisioning. L'idée, c'est vraiment de fournir aux équipes la possibilité de se créer voilà, avec simplement des clips par une plateforme de self-provisioning des, des instances, des bases de données, pouvoir les automatiser aussi. Par exemple, vous lancez un pipeline GitLab ou GitHub, vous pouvez voilà, créer votre base de données, déployer l'applicatif, dérouler vos tests, etc., etc. Pareil dans tout ce qui est delivery, industrie. Donc, je veux aussi la manufacture donc, qui nous utilise. Donc, déploiement dans plusieurs usines, des automates plugués sur un Kubernetes, des temps de RPO et de RTO très bas. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Scaler à la demande, quand les chaînes de production accélèrent, on est capable de scaler la base aussi. Donc c'est tout l'avantage de cette solution. Voilà. Il y a un lien que je partagerai, je ne sais pas si, bon, dans la conversation, ou de toute façon, je vous enverrai les slides là. Je partagerai un lien sur les références, les références clients sur un lien de Enterprise DB, de DB, dans lequel il y a pas mal de détails concernant ces différents clients qui utilisent. On a parlé de Mastercard tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est l'exemple auquel tu faisais référence Oui. dans le domaine banking, finance. Mais effectivement, il y a de plus en plus de clients qui choisissent de déployer cette base de données en mode containerisé. Ouais, François, en fait, Mastercard, c'est le plus gros client EDB qui est aux US. On a aussi des clients français dans le domaine de la banque finance, et c'est à ça aussi que fait référence Raphaël, qui utilisent EDB containerisé, enfin de manière containerisée. Donc Ouais, voilà. c'est un acteur majeur de la consolidation des transactions bancaires, c'est ça? C'est à peu près ça, oui, Ouais, entre autres. donc on va pas citer le nom, Non. mais c'est effectivement des environnements très critiques. Bien sûr, hein, les transactions bancaires françaises, c'est quand même des choses sérieuses. Et effectivement, ces gens-là utilisent cette technologie, non seulement bien sûr Enterprise DB, la base, mais sur cette technologie containerisée. Voilà. Donc, je vais
partager mon écran juste pour vous montrer rapidement qu'on a un cluster. Alors attendez, voilà, il est là, il est là. On a un cluster qu'on a chez ACMI, qu'on a monté pour justement pouvoir faire des démos. Donc, si aujourd'hui on n'a pas le temps de se lancer dans une démo et puis mais on pourra, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra effectivement faire des démos sur ce cluster. L'intérêt de ce cluster, c'est que bon, on l'a fait évoluer récemment au dernier niveau et il y a, on ne va pas dérouler toutes les étapes, mais on a envoyé des nœuds. Alors, on l'a mis au dernier niveau, enfin presque au dernier niveau, on est en 4.2 de mémoire, et on a des nœuds x86 pour la partie master, et en même temps, ces nœuds x86 sont workers, qui dans la nouvelle version de cluster, anciennement on avait séparé les workers et les masters, mais surtout on a intégré des nœuds power à partir de notre machine. Alors c'est assez simple à faire, hein. Ce qu'on a fait, c'est que on a déployé, alors ça c'est un autre écran, c'est l'automatisation de la création des nœuds, on va dire. Et à partir de là, en fait, on déploie en quelques clics de souris, on déploie un nœud Power qui va s'intégrer dans le cluster OpenShift. Et du coup, ensuite, vous allez pouvoir déployer votre opérateur, en l'occurrence l'opérateur EDB ici, très facilement, soit sur une technologie x86, sur les nœuds x86 du cluster, soit sur les nœuds Power du cluster. Une autre, une autre remarque que je voudrais faire, c'est justement pourquoi les clients vont de plus en plus sur cette technologie. Bah, parce que, voilà, ici, ça c'est le catalogue Red Hat. Donc nous, on a bien sûr installé, vous voyez, l'opérateur EDB. Comme montré Raphaël ici, cet opérateur DB est fourni avec des API pour tout ce qui est backup, gestion du clustering, etc. etc. Je ne vais pas tous les passer en revue. Voilà, gérer, scheduler les backups, le pooler de connexion, la base, bien sûr, la gestion du quorum, vous savez, avec les 3 instances, hein, la primaire et puis les réplicas, etc. Donc, cet opérateur DB qu'on a installé, eh ben, on l'a tout simplement choisi dans le catalogue ici. Alors, vous avez des rubriques, vous avez la rubrique database, dans lequel il y a un certain nombre de bases de données. Il y a bien sûr la base de données Postgre communautaire, mais il y a l'opérateur EDB qui est là, voilà. EDB distribué for Kubernetes, c'est celui-là de mémoire, hein, c'est celui-là, Celui-là, pardon. c'est Ouais, celui-là. c'est celui-là qui est installé, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les clients vont de plus en plus vers cette solution containerisée, c'est parce que là-dedans, bon, au-delà des bases de données, vous voyez, vous avez les développeurs d'applications, une fois qu'ils ont leur cluster installé là, ils vont pouvoir cliquer dans ce catalogue software et déployer différents opérateurs, que ce soit l'opérateur base de données, mais des opérateurs, par exemple, pour le middleware. Ici, dans le middleware, ben, vous avez Apache, JBoss, etc. Et donc, construire une application beaucoup plus facilement que si j'étais, comme disait Raphaël, dans un environnement plus monolithique ou même virtualisé, puisque bon, il va falloir quand même que j'installe ces différents éléments dans VVM. Donc, vous voyez que en quelques clics, là, c'est
C'est pas du plug and play, mais vous avez effectivement ici tout un catalogue très riche. Alors, je sais pas combien il y a au total d'opérateurs vous voyez, vous avez même de l'IBM ici, hein, d'opérateurs dans ce Red Hat Marketplace, mais c'est assez monstrueux. Donc la construction pour les développeurs, la construction d'applications, c'est quand même quelque chose c'est une nouvelle manière de construire des applications. Voilà. Un commentaire là-dessus, Raphaël ou Eric, non? Pas plus de commentaires, on peut peut-être ouvrir aux questions. Enfin, Raphaël, je te laisse parler. Oui, vous pouvez. Alors, voilà, si vous avez besoin pour une démo plus approfondie, comme on n'a pas trop le temps, on n'a que 45 minutes, et d'ailleurs on les a dépassés, n'hésitez pas à nous contacter pour rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on fait l'opérateur, comment on le déploie, etc. On peut le faire sur la plateforme que François a proposée, on peut le faire de plein de façons. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravi d'y répondre là maintenant. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions. Frédéric, une question? Il est... Hmm. Non, pas de question. Si? Alors, c'est pas une question technique, mais niveau licensing, du coup, comment se positionne le licensing en mode conteneur versus du coup en mode VM? C'est une bonne question à laquelle je demanderai à Oui. Eric de répondre, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que en mode VM, on a un licensing qui est par corps, hein, que ce soit des corps physiques ou des vCPU. En mode container, on va avoir un licensing qui va être un petit peu différent, qui va être en fait tout simplement le comptage des CPU basé sur le paramètre limite dans la configuration du pod Postgre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est adressé dans un document que je vais mettre en référence euh, dans le, dans le chat, qui vous permet de savoir exactement comment on peut compter tout ça en mode containerisé. D'accord, ok, merci. Donc, Voilà, c'est inclus. merci Eric. Ouais, donc dans le cluster Kubernetes, vous allez définir des limites d'utilisation d'usage CPU et donc payer la souscription annuelle ou pluriannuelle en fonction de cette limite que vous définissez. Et si je ne m'abuse, Eric, c'est déclaratif. Oui, enfin, si ta remarque, c'est est-ce qu'on va aller faire des audits derrière, est-ce qu'on a une connexion par rapport aux bases? Non, la réponse est non. Et effectivement, c'est un élément déclaratif et contractuel entre DB et nos clients. OK. D'autres questions? C'est clair? Ça répond à ta question, Frédéric? Ouais, c'est très clair, merci. Et du coup, j'avais juste une autre. Est-ce que vous avez des recommandations sur justement, les stratégies de consolidation de bases de données où on peut avoir des clients qui ont plusieurs instances dans une même VM? euh, et là, du coup, comment se passe en fait cette notion de consolidation quand on est en mode Kubernetes et qu'il y a possibilité d'avoir des environnements de prod, de pré-prod sur un même cluster? Est-ce qu'il y a des recommandations particulières lorsqu'il s'agit de consolidation d'instances en mode Kubernetes? Ouais, bah, je peux répondre. Justement, on a des clients qui font du multi-instance sur des VM. Et du coup, c'est un peu un cauchemar pour eux parce que à gérer, c'est bon, c'est un peu compliqué. Justement, c'est là où l'utilisation de Kubernetes est intéressante parce qu'en fait, on va on peut déployer plusieurs clusters les étendre sur les mêmes worker nodes. Donc,
pouvez faire un single instance pour des environnements de dev, tout sur le même worker. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, le worker node, qu'est-ce que c'est? C'est une machine. Ça va être soit du bar metal, soit une VM. Et vous allez pouvoir faire cohabiter plusieurs bases de données en utilisant le concept de namespace qu'il y a nativement dans Kubernetes, qui permet un cloisonnement plus facile. Donc, on utilise vraiment la couche de conteneurisation pour tirer profit des ressources d'une VM, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Et de même, si vous scalez sur trois worker nodes, vous pouvez très bien utiliser ces 3 worker nodes pour plusieurs instances également. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de worker nodes que de nœuds Postgres. Donc, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire, oui. Ça va rajouter une isolation supplémentaire par rapport au fait d'avoir plusieurs instances dans une seule VM. Globalement, ça, Raphaël, non? Oui, c'est ça. La containerisation, elle a un certain bénéfice, c'est elle va consommer vraiment les ressources à un instant T disponibles sur la VM. C'est-à-dire que quand vous êtes très statique avec l'utilisation des VM, il y a un moment où vos workloads vont être moins intensifs et finalement, vous allez allouer statiquement une certaine quantité de CPU à une VM. Ici, non, vous pouvez partager justement les ressources d'un worker node pour plusieurs workloads. Et donc, tout va pouvoir être utilisé grâce à l'isolation. Les ressources vont pouvoir être utilisées de façon efficace. On va utiliser pleinement les ressources allouées de l'infrastructure sous-jacente. Donc, on peut faire du multi-tenant. Voilà, oui, vas-y, je te laisse. Merci, Raphaël. On arrive au bout du webinaire, il est 11 heures. La semaine prochaine, on aura le 3e épisode de la mission Postgre, à savoir, on va parler d'IA, au plus près des données et comment effectivement EDB a rajouté de l'IA dans le moteur de la base de données, de manière à ce que il y a je dirais certaines bases de données, sans les citer, des Snowflake et autres, qui font de l'IA, mais pour lesquels il faut transporter les données, il faut les amener, alors que là, l'IA est intégrée au moteur et donc il n'y a pas besoin de transporter les données et c'est au plus près. Je crois qu'on aura même une petite démo sur cette partie IA. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous demander si vous souhaitez plus de poser des questions. On n'a pas parlé de prix, de coût, mais ça peut être des choses qui vous intéressent. Ou tout simplement, si vous voulez une démo ou prolonger la discussion, contactez-nous. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, le jeudi prochain, pour le 3e épisode autour de l'IA. Merci pour votre participation. Merci à Et je vous tous. souhaite une bonne fin de journée.